Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire. Nous sommes le mardi 27 novembre 2018, la revue des marchés quotidiennes avec Donald Trump qui a menacé hier la Chine de nouvelles taxes 4 jours en amont de la réunion du G20. Comme vous le savez, les présidents chinois et américains se retrouveront en fin de semaine à Buenos Aires en Argentine pour notamment parler des relations commerciales entre les deux pays. On a eu quelques tweets ce matin du ministre, enfin, on a eu des informations, pardon, de Twitter venant du ministre en Chine, indiquant qu'un accord avait été trouvé peu de temps après, quelques minutes après même. Cette même personne indique que en fait c'était un accord qui avait été trouvé le 1er novembre. Bref, un petit peu le flou sur les marchés financiers ce matin. On avait la version pour risque en tout cas en Asie, avec le MSCI Emerging Market qui a clôturé dans le rouge. On a le yen qui est dans le vert. Voilà, on a le dollar qui est dans le vert également, le dollar qui rebondit depuis que Donald Trump a menacé à nouveau la Chine de mettre en place des taxes douanières supplémentaires. Donc on va voir ça dans un petit instant. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte de capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors au niveau de l'actualité, on va commencer par la guerre commerciale. On a dans un entretien accordé au Wall Street Journal, Donald Trump a indiqué qu'il prévoyait toujours de relever les droits de douane sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises importées aux US à 25%, contre 10% aujourd'hui. Trump qui a également indiqué qu'il imposera des droits de douane d'un taux compris entre 10 et 25% sur les 267 milliards de dollars de marchandises chinoises restantes en cas d'échec des négociations avec Pékin. Sinon, au niveau de l'Italie, on a eu des bonnes nouvelles, notamment sur le Brexit. Le vice-premier ministre Luigi Di Maio s'est dit ouvert à une baisse du niveau de déficit par rapport à ce qui était initialement prévu. On parle de là peut-être une baisse jusqu'à 2,2% du PIB contre 2,4, donc c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même une baisse. Au niveau du Brexit, on a le Parlement britannique qui se prononcera le 11 novembre sur l'accord de retrait de l'Union européenne conclu avec Bruxelles. Donc il faudra encore attendre 2 semaines. Au niveau de l'Ukraine, Kiev et plusieurs de ses alliés occidentaux, dont longtemps, demandent à Moscou de libérer les marins et navires ukrainiens. Nous avons par ailleurs le Parlement ukrainien qui a voté l'introduction de la loi martiale dans les régions frontalières du pays pour 30 jours. Alors, la loi martiale, c'est ni plus ni moins que le soutien ou le remplacement du rôle de la police par l'armée. Voilà. Au niveau de la BCE, Mario Draghi a estimé qu'il était nécessaire de poursuivre la politique de soutien monétaire afin de maintenir l'inflation suffisante en zone euro. Et ce propos a fait un petit peu plier l'euro hier. Ce propos ce commentaire qui est intervenu peu de temps après l'indice IFO d'Allemagne qui était ressorti plutôt bien négatif par rapport au consensus. Donc voilà, c'était une accumulation qui a fait que l'euro est resté sous pression hier malgré le ton, les propos optimistes du côté du gouvernement italien. Au niveau des séances américaines asiatiques, donc hier, ça a été positif pour les marchés actions malgré les menaces de Donald Trump. On a le Nasdaq 100 qui a pris 2,31%, le S&P 500 plus 1,55, le DXY en hausse de plus 0,07. Ce matin, on a le T-Note qui perd 2 points de base par rapport à la veille, le yen qui est en hausse de 0,04, donc c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même une petite hausse. Le gold qui est sous pression, pourquoi? Eh bien, comme vous en doutez, parce que le dollar est en hausse. Le Nikkei qui est en hausse également, puisque le yen, le yen, pardon. Le Nikkei, donc, tout simplement est en hausse. Le MSCI Emerging Market qui est dans le rouge. Voilà, donc, bonjour à vous Frédéric, j'espère que vous allez bien. Gérard, que je salue également. Eliane, Jean-Marc, bien le bonjour à vous. Loïc, que je salue également. Raymond, Rémi, Brigitte, voilà. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez très bien en ce mardi matin. Au niveau du calendrier économique, écoutez, c'est assez light aujourd'hui. Nous aurons des discours des membres de la BCE et de la Fed un peu tout au long de la journée. Mais voilà, sinon, d'un point de vue macro, rien de spécial, mis à part la confiance des consommateurs qui sera publiée à 16 heures. Voilà, donc on va passer tout de suite sur les marchés. On voit rapidement, tendance du Forex ce matin, l'AUD et le NZD qui rebondissent, alors que les devises européennes sont dans le rouge. Alors on a plutôt donc je dirais
le fait que l'AUD et le NZD rebondissent, c'est plutôt de l'appétit pour le risque. Maintenant, voilà, on a quand même l'euro et surtout le GBP qui est sous pression. Donc, on va voir comment ça se matérialise sur les marchés actions. Alors, eh bien, écoutez, on a une ouverture dans le vert. Enfin, on a un gap haussier. On a un gap haussier. Regardez, si on se met en 1 heure. Alors non, pardon, on n'a même pas de gap haussier, excusez-moi. On en a un très léger, voilà, gap haussier, très léger gap haussier. Vous voyez qu'on est clairement dans l'incertitude. On a l'Asie qui a globalement clôturé dans le rouge, mais ce matin, on a l'AUD et le NZD qui rebondissent. Et généralement, lorsque l'AUD et le NZD rebondissent, lorsqu'ils sont dans le vert, ces devises, c'est signe d'appétit pour risque. Donc là, on est vraiment dans un contexte très incertain, biaisé par voilà ce regain de tension depuis hier soir au niveau du plan des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être assez incertain comme tendance. Alors encore hier, bon, on avait quand même assez bien prévu la hausse. On avait assez bien prévu la hausse, mais là ce matin, ça va être assez compliqué. Je pense que voilà, on est quand même dans une journée de transition. On voit que sur le calendrier économique, il n'y a pas vraiment de choses de prévues, ni sur l'Italie, ni sur le Brexit, ni sur les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. C'est les trois catalyseurs les plus influents sur les marchés à court terme. Euh, donc ça va être assez, voilà, une journée assez incertaine. En amont de demain. Demain, il y aura les minutes de la fête, je vous rappelle. Donc voilà, minutes de la fête demain, en fin de semaine le G20. Donc aujourd'hui, ça devrait être assez en range, je pense. Donc voilà, le pivot, va falloir chercher, je pense, le pivot du jour, vous voyez. Le R1, ça me semble le maximum. Voilà. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, je pense pas qu'on va connaître de grands mouvements sur le marché, à part si bien évidemment nous avons une annonce inattendue, que ce soit sur le Brexit, que ce soit sur l'Italie ou que ce soit sur les relations bilatérales entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi AUD et NZD surperforment malgré les menaces de Trump, Rémi? Alors, pour cela, je vais vous faire voir un tweet que voilà, il a très bien résumé mon collègue Alexandre Baradez, hein, analyse de IG France. Voilà, il a très bien résumé la situation il y a quelques instants. Voilà. Donc ce délai, c'était en quelques minutes. Donc les ministres des Affaires étrangères de Chine indiquent que Xi Jinping et Trump ont trouvé un accord mutuel. On a une hausse du futur sur le dos. Et ensuite, vraiment rapidement après, on a ce même ministre qui a indiqué, enfin qui a dit ah oui j'oubliais, là je vous parle de quelque chose qui remonte au 1er novembre. Il a indiqué que voilà cet accord c'était, enfin cette discussion avait lieu le 1er novembre, donc voilà ça a effacé les gains. On voit bien quand même la nervosité, ça montre la nervosité du marché au niveau concernant les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Donc vraiment, ces relations, c'est comme on l'a dit hier, c'est vraiment le facteur qui influence le plus le marché, suivi par le budget italien, vient ensuite le Brexit. Donc voilà, très important à suivre ces commentaires. Malheureusement, ils sont incertains, donc tout peut changer d'un moment ou à un autre. Donc cette hausse de l'AUD du NZD, je l'attribue à vraiment ces commentaires, malgré les menaces de Trump la veille. Voilà. Donc à mon avis, ça devrait corriger l'AUD et le NZD. Donc voilà, marché action, je pense qu'on va rester en range. Donc voilà, le plus haut de la veille, le plus bas de la veille, ça va être les supports, les résistances, que ce soit sur le CAC 40, que ce soit sur le DAX, l'Eurostoxx, voilà, peu importe. Sur le S&P hier, enfin les marchés américains, on a eu une belle hausse. Regardez ce chandelier haussier, voilà, on n'a pas eu 2% comme on l'avait, enfin comme on avait prévenu hier. Hein. Je vous avais dit que 2% sur le S&P c'est assez rare. On a une hausse de 1,55%, c'est très bien, déjà très bien, une hausse de 1,55%. Voilà. Le support la dernière chance c'est 2600 points, c'est ce prix-là. Donc tant qu'on se maintient au-dessus de ce support, j'ai envie de dire que le ratio on va dire risque au rendement est en faveur d'une hausse. C'est-à-dire qu'au prix actuel, au vu de la configuration actuelle, on a plus de chances d'avoir un rebond qu'une poursuite de la baisse. Par contre, si on passe en dessous des 2600 points, là, le ratio risque au rendement sera clairement en faveur d'une baisse. Voilà, donc tant qu'on est au-dessus des 2600, j'ai envie de dire que le potentiel est clairement haussé jusqu'à 2821 points. Et ce propos et cette analyse est identique pour le Dow Jones
qui, vous voyez, est sur ce support à 24 250 points à peu près. Le vraiment support majeur, c'est les 24 000. Tant qu'on est au-dessus des 24 000 points, la probabilité, enfin le scénario est haussier jusqu'à eh bien 25 862. Et pareil pour le Nasdaq. Nasdaq, vous voyez par contre que le Nasdaq a enfoncé son creux du 29 octobre, enfin d'octobre, ce qui n'est pas le cas pour le S&P ou le Dow Jones. Donc on voit que les techs sont beaucoup plus sous pression que les autres valeurs. Et du coup là, c'est possible quand même d'anticiper un retour vers les 7000 points. Donc voilà. Raymond qui me demande la même chose, pourquoi UDNZD rebondissait alors que Trump annonce plus de taxes? Alors l'AUD et le NZD rebondissent tout simplement parce qu'on a eu euh, des propos pardon, du ministre des Affaires chinois indiquant qu'on allait avoir voilà qu'il y avait un accord. Regardez, c'est sur le à 8h30, donc ça c'est heure de Londres il me semble, non heure française, donc c'était 8h30 heure française. Le ministre des Affaires étrangères chinois qui indique un accord, une hausse, et peu de temps après, en fait, c'est un accord, une discussion qui avait eu le 1er novembre. Voilà, retracement. Voilà tout simplement ce qui explique la hausse entre guillemets de la UD. Donc il n'y a pas vraiment de hausse de la UD. Hein. Il n'y a pas vraiment une hausse. Voilà. En tout cas, la UD-USD qui reste globalement en correction. On ne peut pas encore parler de tendance qui est haussière puisque la Chikou est toujours sous le nuage. Et si on met une moyenne mobile à 200, eh bien on reste en dessous de la moyenne mobile à 200. Donc c'est encore trop tôt pour dire qu'on est dans une tendance haussière. On est pour le moment dans une phase qui est toujours de correction. Et il faudra, comme vous le savez, que eh bien soit on a un breakout, soit on a un pullback pour se positionner à l'achat sur l'UD si on est optimiste sur les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Bien évidemment, si on est pessimiste, il ne faut pas payer l'AUD ou le NZD. Ou alors, c'est-à-dire que vous fiez uniquement à une technique, il n'y a rien de mal à cela. Mais en tout cas, donc les signaux, soit on a un breakout, on a une clôture au-dessus de la bande supérieure de Keltner, et dans ce cas-là, ça peut être considéré comme un signal d'achat en direction des 0,75, ou alors on attend le pullback, comme le prix actuel. Vous voyez, on est sur un récent support pour se positionner à l'achat. Donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Voilà. En tout cas, si on regarde la UD Index, je vous rappelle, la UD Index, bon, il est en consolidation depuis la quinzaine de novembre. Vous voyez, depuis qu'il a inscrit son plus haut, il y a une respiration. Le RSI qui a bien retracé, la MACD qui s'est croisée. Donc ça, c'est signe, comment dire, voilà, de respiration du momentum. Toutefois, on marque pas des creux de plus en plus bas. Et d'ailleurs, si la UD clôture sous ce support en jaune, ça sera une épaule tête épaule, comme vous pouvez le constater, épaule tête épaule. Pour le moment, on n'a pas fait d'épaule tête épaule, hein. Donc faut pas anticiper le breakout. Mais si on passe en dessous, ce sera un signal baissier. Par contre, tant qu'on est au-dessus, il n'y a rien d'inquiétant. NZD, pareil, on a un retracement. Maintenant, on n'est pas dans une tendance baissière sur du moyen terme. Parce que sur du moyen terme, vous voyez que le NZD est en hausse. À mon avis, la UDLNZD, tout va se jouer en fin de semaine, début de semaine prochaine, lorsque le marché aura pris connaissance, eh bien, des commentaires, enfin, de ce qui serait dit, enfin, ce qui s'est dit entre Trump et Xi Jinping lors de leur rencontre en fin de semaine. Donc voilà, ces deux devises vont beaucoup dépendre de ces propos que nous connaîtrons soit vendredi en fin de journée ou soit lundi. DAX ce matin tentative de sortir de la traîne de D1 puis réintégration. Là, on est dessus. Alors, je regarde rapidement. Ensuite, je passe sur le Forex. DAX en D1. Voilà, D1, on est au-dessus de cette oblique. Alors, je relis votre question. DAX ce matin tentative de sortie de la trend D1 puis réintégration. Là, on est au-dessus. Alors, sortie de la trend. Alors, là, on est au-dessus. Alors, est-ce que vous pouvez être plus précis, s'il vous plaît, parce que j'ai pas compris. Enfin, je ne vois pas de quoi exactement vous voulez parler. En attendant, j'ai reçu une autre question, une grande question, de la part de Philippe. Alors, Philippe, bonjour déjà à vous. Euh,
Alors déjà Philippe qui me dit bonjour Baradez est toujours pessimiste, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi a-t-il déjà été trader. Alors je ne sais pas, il faut lui demander. Hein. Il faut lui demander. Philippe. Donc, la hausse sur la news démontre surtout que les mouvements à la hausse peuvent être extrêmement violents et donc que Baradez va encore se tromper sur ses prédictions de fin du monde. Et j'en ai marre qu'il tweet en permanence sur IG Market influençant les investisseurs à shorter en permanence les marchés. Heureusement, il y a des investisseurs que ses suiveurs sur IG Market. Si on suivait ses objectifs à moyen terme sur les marchés, on serait dans un monde apocalyptique. Euh, bon, écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Ouais, chacun son opinion. Euh, Après, comme je vous invite, que ce soit pour Baradez ou n'importe qui, même moi, toujours remettre en contexte et analyser enfin, voilà, faites-vous votre propre opinion. C'est vrai qu'Alexandre est assez, comment dire, cash dans ses tweets et ça paraît un petit peu quand même globalement pessimiste. Je suis plutôt d'accord avec vous. Maintenant, je trouve ça bien pour ensuite développer son esprit critique. Vous voyez, faut pas prendre toutes les informations voilà, comme des euh, comme des faits, comme véridiques. Il faut vraiment développer son esprit critique. C'est ça un analyste hein, finalement. Vous êtes des analystes, vous êtes des traders. C'est à vous de d'analyser les informations. Les informations, vous pouvez en avoir avec Alexandre Baradez. Alexandre Baradez, quand même, il fait, je trouve, du très très bon travail en termes d'informations. Honnêtement, voilà, il donne des informations vraiment en termes de quantité et de qualité, voilà, sur Twitter, d'informations qui est quand même gratuite. Maintenant, c'est vrai que ces analyses, c'est beaucoup du pessimiste. On voit sur les GAFA, etc. On va pas rentrer non plus, on n'est pas là pour parler d'Alexandre, mais euh, voilà, développez votre esprit critique, que ce soit envers l'information que tweet Alexandre Baradez, que ce soit envers moi-même, que ce soit envers n'importe qui. C'est comme ça qu'on développe sa compétence d'analyse et de trading. Voilà. Denis qui me dit bonjour, est-ce que le double bottom pour le DAX H4 est validé? Alors non, non, puisque regardez, donc si c'est ce double bottom que vous souhaitez parler, la réponse est non, puisque on valide un double bottom ou une configuration lorsqu'on casse la ligne de coup. La ligne de coup du double bottom, de façon assez, enfin, je trouve assez intrigante, c'est la même ligne de coup que l'épaule tête-épaule de long terme en hebdo. Vous voyez cette épaule tête-épaule. Donc voilà. Non, on n'a pas validé le double bottom. Pour valider le double bottom, il faut que le cours en 4 heures clôture au-dessus des 11 650. Donc on est encore assez loin. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, le S&P, tant qu'il est au-dessus des 2600, la perspective est plutôt haussière. Et pour le DAX ou le CAC ou l'Eurostoxx, c'est pareil. C'est-à-dire que le DAX, tant qu'il est au-dessus de ce support, ce plus bas d'octobre, à 11 000 points, à peu près 11 000, 11 050, la perspective est en faveur d'une hausse. Par contre, si on dépasse sous les 11 000, concrètement, ça veut dire qu'on casse, qu'on sort par le bas de cette oblique support qui vient chercher les plus bas depuis 2011-2015. Et dans ce cas-là, il faudra s'attendre à un repli à 10 000 points. Voilà. Mais tant qu'on est au-dessus des 11 000 points, je veux dire qu'il y a encore un espoir pour payer le DAX jusqu'à un retour à pourquoi pas 12 000. Ce qui va faire, ce qui va influencer le DAX, ça sera avant tout l'évolution des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Parce que ces évolutions des relations vont en dire beaucoup sur la stratégie, enfin, vont en dire quand même pas mal sur la stratégie qu'il va adopter Trump pour ses relations diplomatiques avec l'Union européenne. Puisque je vous rappelle que l'UE et les US, enfin les États-Unis, sont en relation pour un accord commercial. Hein. Également, on n'en entend pas beaucoup parler, mais il y a toujours des négociations. Donc voilà. Trend D1 depuis les sommets du 0,711 et 14,11, ma remarque montre juste la difficulté du GR30 à vraiment passer haussier. 0,7 et 14, alors. Voilà, ok. Donc c'est cette trendline. Oui, en effet, on a une trendline de court terme. C'est vrai que c'est clair que si on clôture au-dessus, eh bien on aura un signal haussier voilà, supplémentaire. Donc oui, cette oblique est assez intéressante tout de même à surveiller. Elle est assez intéressante. Donc voilà. On peut en trouver des tas de toute façon des obliques. Hein.
Mais celle-ci est bien vue, en effet. En effet. Eddie qui me dit, alors beaucoup de questions ce matin. Bonjour Eddie, donc sur le site que vous nous aviez présenté, savez-vous quelle est la fiabilité et la configuration d'un drapeau? Eh bien écoutez, on va aller voir ça ensemble. Pour cela, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le site de Bulkowski. Bulkowski, voilà, pattern. On voit que le GBP continue à perdre du terrain là. Donc Bulkowski, drapeau, en anglais c'est flag. C'est flag. Alors, voilà. Alors il y a des tas de flags, hein. Je vais prendre le flag. Flag, voilà. Flags. Probabilité d'un pullback, throwback, c'est 53% et 60% respectivement. Donc déjà, la probabilité qu'il y ait un pullback ou un throwback, nous on utilise en français que pull, enfin c'est même pas un mot français, mais voilà, moi personnellement j'utilise que pullback. Le throwback c'est tout simplement l'inverse. Donc le pullback, vous voyez, c'est quand il y a un breakout à la baisse et qu'on a le retour à la ligne de coup. Le throwback, c'est tout simplement l'inverse. C'est quand on a un breakout à la hausse, il me semble, et qu'on a un retour. Ou alors c'est l'inverse, pardon. Le throwback, excusez-moi, c'est quand on a un breakout à la baisse et on a un retour, on a un rebond jusqu'à la ligne de coup pour partir à la baisse. Alors qu'un pullback, c'est lorsqu'on a un pullback, on a un breakout à la hausse et un retour à la ligne de coup. Mais bon, c'est la même chose. On voit quand même que il y a beaucoup plus de chances on a des chances, beaucoup de chances d'avoir un pullback après la sortie du drapeau, euh, average risk. Donc ça, c'est le pourcentage ensuite de rise, pardon, decline, c'est de progression. Après breakout, 10 et 8%. Pourcentage de l'objectif atteint. Quel est l'objectif d'un drapeau? Je rappelle qu'un drapeau, un fanion, l'objectif, en fait, l'objectif, donc ça montre quoi? Ça montre la respiration. L'objectif, c'est de reporter la distance du mouvement précédent. C'est-à-dire que vous avez imaginé un mouvement haussier. Alors, ce qu'on va faire, c'est voilà. Imaginez, vous avez un mouvement haussier. Vous avez le drapeau qui est mis en place, d'accord? Vous avez le drapeau. Eh bien, l'objectif, lorsque vous avez la sortie du drapeau, c'est de reporter ce premier mouvement, la hauteur de ce premier mouvement. Voilà. Et là, vous avez votre deuxième objectif. Donc, cet deuxième objectif, il a atteint 45% du temps. Que ce soit à la hausse ou à la baisse. Breakout hausse ou baisse. Donc, moins de 50% du temps. Ce qui veut dire que si vous tradez un rectangle, pardon, pas un rectangle, un drapeau, sachez que il n'ira moins de la moitié du temps chercher cet objectif. Voilà. Donc, je vais vous envoyer ce lien, comme ça. Et donc, la question précisément, la fiabilité. Alors, la fiabilité, break-even failure rate, donc not applicable, donc pas applicable. Voilà, pas de pourcentage d'échec. C'est logique puisque tôt ou tard, de toute façon, on a une sortie du drapeau. Vous voyez. Bon, ceci étant dit, on va passer au vif du sujet avec l'analyse du forex. L'analyse du forex. Alors, je lui ai souvent posé la question sur son côté trader où c'est pas très obscur. Un vrai trader remarqué surtout en l'occurrence une augmentation de la volatilité et le passage possible de la MA sur J sur les indices. D'accord, Philippe, plutôt d'accord. Globalement, Rémi, question qui change de l'ordinaire. J'ai un compte de trading de 3000 $. Est-ce que je peux trader autre chose que le forex pour me diversifier en respectant un bon modèle management du risque? Diversifier, ça dépend ce que vous entendez parler, par là, quand vous investissez, la diversification, bien évidemment, est nécessaire. Lorsque vous tradez, pas forcément besoin. Si vous faites, par exemple, du scalping, il n'y a pas forcément, il n'y a pas besoin de diversification. Vous voyez? Donc, dans le trading, dans la spéculation, quand on parle vraiment de trading pur, la diversification n'a pas vraiment, n'a
pas vraiment d'intérêt. Il faut en être conscient, bien évidemment, parce que qui dit diversification dit aussi concentration. Donc, quand vous commencez à faire du swing trading, du moyen, voire du long terme, là, par contre, c'est nécessaire, bien évidemment, de connaître les actifs qui sont corrélés. Mais si vous faites du day trading, bon, du day trading, encore, c'est important. Par contre, si vous faites du scalping, il faut savoir que, de toute façon, sur le scalping, vous vous concentrez que sur un seul actif, donc vous n'avez pas besoin de diversification. Avec 3000 $ et les règles de l'ESMA, vous ne pourrez pas avoir énormément de positions. Donc, ce qu'il faut savoir, oui, la diversification va être importante si vous faites du swing trading. Si c'est ça votre question, la réponse c'est oui. Et est-ce que je peux trader une autre chose que le Forex pour me diversifier en respectant un bon money management du risque? Alors, oui. Oui, maintenant je peux pas vous dire si vous tradez le Forex, alors ne tradez pas par exemple le gold, puisque voilà, tout dépend. L'euro-dollar et le gold, comme vous savez, sont corrélés. Donc voilà. Par contre, si vous avez l'habitude de trader, par exemple, je ne sais pas moi, le GBP yen, il n'y a pas de corrélation avec le gold. Donc c'est bon, vous pouvez y aller. Donc je pourrais pas vous dire que si vous tradez Forex, alors vous pouvez pas trader des indices ou des matières premières. Il faut être beaucoup plus spécifique. Oui, vous pouvez trader du Forex, des indices, des matières premières si vous faites du swing trading, du moyen ou du long terme. Il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, il faut savoir vraiment les corrélations entre elles. Et ça, pour cela, je vous invite à regarder une de mes vidéos sur YouTube qui parle justement de ces corrélations de base, enfin de base, même c'est même pas de base, c'est vraiment des corrélations quand même à connaître parce que voilà, la plupart ne les connaissent pas. Donc j'ai fait une vidéo sur YouTube il y a peut-être un an sur la chaîne DailyFX, donc je vous invite à écrire sur YouTube DailyFX corrélation et normalement vous devriez tomber dessus. Voilà. Les corrélations, ça permet de connaître les actifs dont nous allons être diversifiés ou concentrés. Alors, le Forex, on commence par l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est sous pression, pourquoi? Eh bien parce que tout simplement on a le dollar qui est soutenu. Regardez le dollar qui est en hausse, le dollar qui est en hausse de plus 0,18%. Plus 0,18%. On voit le GBP est clairement sous pression, donc c'est surtout le GBP qui soutient le dollar et qui donc fait pression sur les autres devises. Voilà, donc l'euro-dollar sous pression. En 4 heures, on repart en baisse. On est, je vous rappelle, toujours à moyen terme dans une tendance qui est baissière, dans une tendance qui est baissière parce qu'on est sous cette oblique, sous le nuage, sous une moyenne mobile à 200 jours. Je ne l'ai pas montré ici, mais on a une moyenne mobile à 200 jours et on est en dessous. Donc la tendance, vous gardez à l'esprit qu'elle est toujours à moyen terme baissière. Voilà. On a demain, alors c'est pas une minute de la fête que nous avons demain, pardon, c'est une audition de Jérôme Powell sur, alors il me semble que c'est au Sénat ou en tout cas au Congrès sur l'économie américaine. Voilà, quelque chose d'important en tout cas qui sera à suivre. Les investisseurs seront assez concentrés là-dessus puisque vous savez le marché depuis quelques on va dire séances s'attend de plus en plus à un ralentissement, voire une pause dans le resserrement des taux de la Fed l'année prochaine. La probabilité pour 3 hausses des taux ou plus d'ici décembre 2019, elle est passée de 48% il y a un mois à 33% hier. Donc vous voyez, on a vraiment une baisse des attentes, une diminution des attentes en termes de taux de la Fed. Donc voilà, le Jerome Powell, son ton sera extrêmement surveillé puisque si c'est un ton dovish, ça va renforcer ce scénario de ralentissement des taux de la Fed et donc ça va faire pression sur le dollar. Donc ce sera important à surveiller. En tout cas, l'euro-dollar, techniquement, moi je vois aucun signal positif, enfin positif, que ce soit haussier ou baissier. Là, personnellement, je vois aucun signal qui me permettrait en swing trading de passer à la vente. Parce que vous voyez, on reste toujours dans les bandes de Keltner ou à l'achat, puisqu'on est toujours dans une tendance baissière. Voilà, donc à court terme, je pense que l'euro-dollar, il est assez incertain. Il est assez incertain. Donc j'éviterai, enfin c'est pas que j'éviterai, c'est que là, il n'y a rien qui me dit de payer l'euro-dollar ou de le vendre. Voilà, maintenant, si on doit faire uniquement de l'analyse technique, j'ai l'impression qu'on re-rentre dans un canal qui est plutôt baissier. Vous voyez, on sort par le bas de ce canal, comme ce fut le cas, vous voyez, à ce moment-là. Et là, on est à nouveau en baisse. Donc, pourquoi pas exploiter cette borne pour
essayer de trader l'euro-dollar. Donc là, on voit que le support à court terme, c'est clairement le S1 hebdo qui correspond également au R2 journalier, donc 1,1288, 1,1290. Globalement, ça sera le support majeur en intraday. Et à l'inverse, c'est la résistance, ça sera le pivot du jour à 1,1350. Le GBP qui est en baisse et qui tire l'euro vers le bas. Le GBP, bon là, vous voyez le S1 hebdo qui est cassé. On a 2 semaines globalement d'attente, 2 semaines pendant lesquelles chaque commentaire des députés britanniques seront importants, puisque on a le principal parti d'opposition, le Labour, qui s'oppose, qui avait déjà annoncé qu'il s'opposerait au texte. On a des frondeurs conservateurs qui ont indiqué qu'ils s'opposeront au texte, et on a les DUP, le parti allié à Theresa May, le parti nord-irlandais, qui a dit qu'il s'opposera au texte. Donc, honnêtement, il y a très peu de chances que l'accord qui a été conclu, enfin qui a été approuvé par les 27 chefs d'État européens dimanche, soit approuvé par le Parlement britannique, qui a, en termes de probabilité, les probabilités sont beaucoup plus en faveur d'un rejet de ce texte. Et s'il y a un rejet de ce texte, quels sont les scénarios? Soit on a une démission de Theresa May, alors on peut en imaginer des tas, hein, mais là je vous dis les plus probables. Le plus probable, c'est qu'on ait une démission de Theresa May. Sinon, nous avons une motion de censure, pardon, qui va être mise en place. Hein. Donc Theresa May, dans ce cas-là, elle partira. Il y a des fortes chances qu'elle part. Il y a des fortes chances qu'elle part. Et voilà. Sinon, est-ce qu'il y aura un second référendum? La fameuse question du second référendum. Honnêtement, j'y crois pas. Et peu de personnes ici y croient. Parce que vous savez, moi, je suis basé au Royaume-Uni, à Londres, et ici, honnêtement, il y a peu de personnes qui y croient parce que s'il y a un second référendum, pourquoi pas, mais dans ce cas, quand est-ce que ça s'arrête? Imaginez que le second référendum, c'est pour un remain, c'est pour rester dans l'UE. Et ce qui serait, à mon avis, le cas. Parce que les avis ont quand même pas mal changé depuis le Brexit. Mais bon. Si c'est un remain, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un troisième référendum parce que les les conservateurs vraiment conservateurs, vous savez, conservateurs plus, on va dire. Dans ce cas-là, eux qui veulent un Brexit, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent un troisième ensuite. Vous voyez, ça s'arrête quand? Vous voyez, c'est ça un petit peu le principal frein au scénario d'un second référendum. C'est pas impossible, mais c'est pas le plus probable. Le plus probable, c'est qu'on ait une démission de Theresa May, selon moi, bien évidemment, et que du coup, il y a soit Corbyn, le leader d'opposition travailliste, qui passe au pouvoir, ou soit on a un hard Brexiteur comme par exemple Boris Johnson qui passe au pouvoir. Ça, pour moi, c'est le scénario le plus probable si on a un rejet du texte du Brexit au Parlement britannique le 11 décembre prochain. Donc voilà, la fin d'année va être assez agitée sur la livre sterling. Donc GBP/USD sous pression ce matin. Moi, comme je vous l'ai dit, j'évite de trader la livre puisque trader ou l'analyser puisque c'est incertain. Vous voyez, ça part dans tous les sens. Ce matin, on n'a pas vraiment d'annonce et pourtant la livre est sous pression. Donc voilà. L'USD-Yen reprend une tendance haussière. Alors toutes les paires en yen, si on les constate, d'ailleurs, il y avait un auditeur hier qui m'avait dit le CAD yen à l'achat. Eh bien écoutez, je me souviens plus de votre prénom. Je pense que vous êtes ici, enfin encore présent ce matin. Mais le CAD yen, écoutez, c'était vraiment un trade. Peut-être c'était le trade de la veille. Hein. Ça, voilà. Je ne l'ai pas vu venir, mais le CAD yen, c'était vraiment, voilà, la paire finalement à acheter hier. Si on regarde, tous les paires en yen sont haussières et le CAD yen, voilà, avait bien rebondi donc hier, voilà, lundi. Alors voilà, dans la journée ensuite ça s'est replié, mais voilà, le CAD yen c'était assez bon. Vous voyez, le matin, on avait une belle hausse et ensuite on a eu le R1 hebdo qui a fait office de résistance. Voilà, c'était moi, me dit Rémi. Voilà, CAD yen, bien écoutez, félicitations. CAD yen, alors, problème avec le CAD, comme je vous dis, c'est le pétrole. Et le pétrole, il est en baisse ce matin, comme on peut le constater ici. LCO, c'est le Brent, le CL, c'est WTI, moins 1,26, moins 36%. Donc, on a encore un pétrole sous pression malgré le rebond hier. Donc, le CAD se retrouve également sous pression ce matin. Maintenant, en fait, le CAD yen, c'est qui tout double. Il y a une perspective haussière vraiment importante. Si on a un rebond du pétrole, on aura un rebond du CAD. Et face au yen qui se plie actuellement, qui ne profite pas, vous voyez, des commentaires
vraiment, en fait, des nouvelles menaces de taxes de Donald Trump. Vous voyez que le yen, il est à équilibre, et hier, il a bien reculé. Donc, le yen ne profite pas finalement de ces tensions commerciales pour le moment. Donc, le yen sous pression, tous les paires en yen sont en hausse. L'euro yen, hier, on avait parlé de l'achat. Alors, ça a été un bon objectif, enfin, une bonne paire en première part, en fait, pendant l'ascension européenne, jusqu'au moment où on a eu Donald Trump qui a menacé pardon les des droits de douane. Et donc voilà, l'euro yen, je serais toujours en faveur d'un achat. Parce que voilà, le yen est sous pression. Les paires en yen sont haussières globalement. On regarde l'euro yen, ça rebondit depuis vendredi. L'USD yen, c'est également haussier, voilà. Donc l'USD yen, je pense, c'est un retour. Vous voyez, on a eu encore un faux signal qui a été donné donc la semaine dernière lorsqu'on était sorti par le bas de ce de ce canal, voilà. Donc là, c'est haussier, hein, on voit que l'USD est redevenu haussier, et c'est la prochaine résistance, c'est le R2 hebdomadaire à 113,70 à peu près, 113,75, et ensuite ce sera le récent sommet à 114,20. Donc là, l'USD c'est pour le moment, c'est redevenu haussier à court terme. USD CAD, pareil. L'USD CAD, on avait parlé d'un achat sur la base de ce canal haussier lors des derniers webinaires. Je ne sais pas si c'était hier ou si c'était la semaine dernière, mais voilà, on disait que tout retour en bas du canal, tant que le cours se situait au-dessus de la bande inférieure de Kajner ou au-dessus de la bande, enfin de la moyenne mobile à 20 jours qui est en noir, je resterai haussier avec l'objectif de l'épaule tête épaule inversée à 1,3382 qui correspond au plus haut du 28 juin 2018. Donc l'USD4, c'est toujours un buy. Pour être honnête avec vous, c'est toujours un buy jusqu'à 1,3382 tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. L'USD-CHF rebond. On voit que le dollar rebondit quand même face à la plupart des devises à court terme. Le DXY qui rebondit également. Vous voyez, on est toujours dans ce canal. Comme quoi, il ne faut pas anticiper un breakout. Donc le DXY rebondit. Et là, écoutez, le DXY, c'est direction les récents sommets, hein, je dirais. 97 et quelques. Voilà, pour le DXY. Si on regarde notre dollar équipondéré, il fait la même chose, il rebondit. Donc voilà, tant qu'il est dans ce canal, la tendance de moyen terme sur le dollar restera haussière. Et c'est pour cela que c'est pour moi impossible de payer l'or ou encore l'euro, qui sont deux valeurs extrêmement dépendantes du dollar, tant que le dollar est dans ce canal. Tant qu'on est dans ce canal, l'or et l'euro seront sous pression. Et comme vous savez, ce qui maintient le dollar dans ce canal, ce qui le maintient aussi haut, c'est vraiment ce spread BTP-Bund, enfin les incertitudes sur le budget italien et les incertitudes sur les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Donc c'est ces deux facteurs vraiment qui alimentent le dollar. Puisque finalement, on a un risque de ralentissement de l'économie chinoise et on a un risque économique en zone euro. Et comme vous savez, la Chine et la zone euro, enfin plutôt globalement l'Union européenne, mais la zone euro et la Chine, c'est les deux plus grandes puissances économiques après les États-Unis. Donc forcément, la santé de ces deux économies influence la demande du dollar. Si ces deux économies vont bien, si elles accélèrent leur croissance, on aura une demande au dollar beaucoup plus faible. En fait, on va avoir un retour des investissements en zone euro ou et en Chine. Et à l'inverse, si les économies vont mal, les États-Unis et le dollar, qui est considéré comme devise refuge, eh bien, sont nourris. Et là, puisqu'on a les incertitudes sur l'Italie et les guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine, on a le dollar qui monte et l'euro ou le yuan qui sont en baisse. Voilà. Donc vraiment, hein, si on doit remonter à la source d'alimentation de cette hausse du dollar, c'est le budget italien et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Si on a un accord sur le budget ou un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, le dollar, concrètement, il flanche. L'euro, c'est reparti pour un 18. Voilà, donc en intraday, ce que je privilégierais, ce serait l'achat des devises refuges comme le dollar. On a toujours un contexte fondamental où l'euro est sous pression avec le budget italien, même si voilà, on a le gouvernement qui semble
de plus en plus ouvert, voilà, une révision du budget. On a le JBP qui est en baisse ce matin et on a de nouvelles tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Donc, ça devrait continuer à alimenter le dollar. Et donc, le dollar, je pense que c'est un buy, voilà, en intraday. Et en plus, techniquement, ça respecte très bien cette analyse technique. On voit que le cours est haussier. Voilà, donc, je reste haussier sur le dollar USD. Et donc, comme vous savez, le gold ou l'euro seront sous pression. Le gold, on y vient tout de suite. 1219, voilà, on voit qu'on est en train de repartir à la baisse. Si on se met en 4 heures, à mon avis, on a même on a une divergence baissière. On passe sous 50, ça y est, c'est validé. Là, concrètement, on peut même mettre en place une stratégie de vente. Regardez, top, de plus en plus bas. Là, on casse ce support. Ça y est, là, le gold, il est parti pour venir chercher les 1210. 1210 à court terme. Et au niveau du pétrole, donc pétrole, vous voyez, on a des petits rebonds qui se font dans cette tendance, mais on voit concrètement, c'est un couteau qui tombe. Donc, ceux qui tentent de le rattraper, bien écoutez, bonne chance. C'est pas impossible, encore une fois, il y en a qui le font, hein, qui arrivent à rattraper le point bas. Mais peut-être que pour trouver le point bas, vous allez avoir 5-10 positions perdantes. Vous voyez. Donc, c'est à vous de voir. Vous avez votre propre stratégie de trading de toute façon. Donc, vous savez ce que vous faites. Maintenant, d'un point de vue analyse technique, on reste sous les bandes inférieures de Keltner. Tout couture en dessous des bandes de Keltner, c'est considéré comme un signal baissier. En plus, on est dans une tendance qui est baissière, puisqu'on a Chikou et le prix sous le nuage. Voilà. Là, on est indiscutablement dans une tendance qui est baissière sur du moyen terme, en fait, depuis octobre. On teste certes un support à 58,48, ce support qui correspond au top de janvier 2017. Donc, bien évidemment, la réaction du marché sur ce support sera très important, puisque si on a une clôture en dessous, ce sera un signal baissier en direction des $50. La probabilité de rebond est possible. Tout retour à 58,48 $ me semble être opportun pour payer le 62 $ dans l'optique d'un gel de production de l'OPEP le 6 décembre prochain. Voilà, donc le marché, ce qui, je pense, devrait faire, c'est achat de la rumeur, vente de la nouvelle. Le marché devrait commencer à intégrer un gel de la production d'au moins 1 million de barils par jour de l'OPEP pour faire un petit peu remonter ses cours de pétrole. Et donc voilà, on devrait avoir une hausse du pétrole, je pense, à court terme. Maintenant, il faut savoir que techniquement, on n'a pas les signaux. Techniquement, moi, je ne vois pas de signaux. Fondamentalement, j'ai une raison d'anticiper un rebond à court terme. Mais là, en 4 heures, on n'a pas de divergence. En 1 heure, non plus. Donc voilà. Là, pour un moment, je pense qu'en intraday, le cours est amené à revenir chercher les 59, voire 58, 50 $. Auquel cas, ça sera un niveau de prix potentiellement intéressant pour passer à l'achat si on a bien évidemment des signaux techniques. Alors, a-t-on la formation d'un double bottom sur le WTI ou c'est trop tôt? Est-ce que la forte hausse du dollar pose problème pour le WTI? Alors, il n'y a pas une forte hausse du dollar. Voilà. Le pétrole, il est bien évidemment, tous les actifs libellés en dollars sont influencés par le dollar. Maintenant, le pétrole, c'est une matière première qui est, on va dire, peu influencée par le dollar. Alors, bien évidemment, quand le dollar vraiment quand le DXY prend 0,5% d'intraday, on va avoir une certaine pression sur le dollar, mais la plupart du temps, on n'a pas vraiment, on n'a pas un fort impact du dollar sur le pétrole. Voilà. Est-ce qu'on a un double bottom? Non. Non, comme sur le DAX, on n'a pas de double bottom pour le moment puisque la ligne de coup n'est pas validée. Alors, quelle est la ligne de coup? D'ailleurs, on n'a pas un double creux. Vous voyez, on n'a rien pour le moment. On a juste un creux. À la rigueur, si on avait, vous voyez, une baisse jusqu'à ce niveau de prix qui correspond à ce plus bas, un rebond et le breakout de cette ligne de coup, là, à ce moment-là, on pourra parler de double bottom. Mais là, on est encore extrêmement loin d'un double bottom. On n'a même pas fait le deuxième creux. Donc, pour le moment, il n'y a rien sur le WTI. Pardon, là on est sur le Brent. WTI pareil, vous voyez, on n'a rien. On n'a même pas fait le deuxième creux. Juste pour un point action, alors pas de souci, c'est un plaisir de faire des analyses techniques action, Philippe. Peut-être on a un rebond sur STM et Facebook, non, faut pas le dire aux pessimistes. Hein. Alors, STM. Alors, on va se mettre sur le Euronext. Hein. Je ne connais pas la différence entre les trois. Bon, mis à part le fait qu'ils sont cotés sur trois places différentes. Ceci étant dit, donc, on va se mettre en mensuel. On va commencer, comme vous le savez, par inclure les fameux canaux de Donchamp à 12 périodes
12 périodes, c'est quoi? C'est un mois. Euh, mince. J'ai enlevé mon mauvais indicateur. Keltner. Alors, petite parenthèse, moi, ce que j'aime bien avec les bandes de Keltner ou les bandes de Bollinger ou les enveloppes, c'est que ça vous oblige à trader les rebonds ou les pullbacks. Vous voyez, certains décident d'acheter les supports ou de vendre la résistance. Mais au moins, ce qui est bien avec les bandes de Kellner, c'est que vous devez avoir un signal dans le sens de votre position. C'est-à-dire que vous achetez pas, enfin, après tout est possible, hein. Vous savez, il n'y a pas une seule façon d'utiliser un indicateur. Mais l'interprétation de base des bandes de Kellner ou des bandes de Bollinger, c'est de payer le breakout à la hausse et de vendre le breakout à la baisse. Donc moi, j'aime bien ces bandes de Kellner pour ces raisons, parce qu'au moins, ça oblige le trader à trader dans le sens de la tendance. Alors, on enlève le Donchian, on est sur support à 11,40. À 11,40, donc c'est un support. On a un rebond du RSI, la MACD également. Maintenant, comme vous pouvez le constater, on reste sous cette oblique baissière. Donc un premier signal d'achat, en tout cas bullish, ça serait si on passe au-dessus de cette oblique. Ce serait également une clôture au-dessus de la bande de Keltner. Maintenant, il faut savoir filtrer, puisque vous savez, dans une tendance baissière, on évite d'acheter. Et dans une tendance haussière, on évite de shorter. Donc là, on est dans une tendance baissière, illustrée par quoi? Par le nuage ou par cette oblique. Donc voilà, si on décide d'acheter, il faut faire preuve quand même d'une gestion de risque et de money management vraiment adaptée, puisque ça reste de la contre-tendance. Rien ne nous dit qu'on aura un rebond sur ce niveau de prix. C'est possible, mais voilà, on reste en contre-tendance. Donc, si on décide d'acheter à la clôture au-dessus de la bande de Keltner, pourquoi pas? Si ça respecte votre plan de trading, pourquoi pas? Mais il faut savoir que c'est du contre-tendance, donc prenez une position peut-être plus petite que d'habitude et pensez bien à maîtriser, à placer votre stop loss. Donc voilà, je dirais que techniquement STM électronique, bon, la tendance reste baissière. Tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de la bande supérieure de Keltner, on n'a pas de signal haussier. Et vous voyez d'ailleurs, même quand on a une clôture au-dessus de la bande de Keltner, puisqu'on est dans une tendance baissière, vous voyez que c'est pas vraiment un signal adapté. Donc là, vraiment pour passer à l'achat sur STM, ce que je privilégierais, ça serait d'attendre que le cours clôture, enfin, sort par le haut de cette oblique baissière, même de ce nuage. Et dans ce cas-là, on pourrait utiliser les signaux des bandes de Keltner. Mais tant qu'on est en dessous de cette oblique ou du nuage, je pense que voilà, ça reste plutôt baissier, malgré le fait que voilà, on a un rebond du RSI sur du weekly ou du journalier. Mais vous voyez, en weekly, bande de Kellner, pareil, on est globalement en baisse. Donc voilà, STM, je resterai à l'écart, pour être tout à fait franc avec vous pour le moment. Et Facebook, pareil, on voit que Facebook a du mal à se remettre de ses résultats du second trimestre qui sont sortis en fin juillet. Vous voyez, cet important chandelier baissier, c'était lorsque Facebook avait annoncé que voilà, sur 1,5 milliard d'utilisateurs de Facebook quotidien, eh bien ça avait raté le consensus. Il y avait 100 millions peut-être. Ouais, donc non, c'était pas 100 millions, c'était bon quelques millions d'utilisateurs, dont Facebook avait manqué le consensus et on avait une baisse de importante de Facebook. Donc comme quoi les attentes sur ces techs sont extrêmement importantes. C'est pour ça que la moindre erreur sur ces actions, eh bien ça se fait ressentir. Donc Facebook, un peu, c'est le même. Honnêtement, c'est la même analyse que STM, dans le sens que on reste dans une tendance qui est baissière. Vous voyez l'oblique ici, on vient chercher les plus hauts, c'est baissier. Alors je vais pas chercher ce point haut parce que vous voyez, ça biaise un petit peu le tout. Mais là, on reste sous cette oblique, on reste sous le nuage. Donc même analyse que STM, dans le sens que tant qu'on est sous ces deux indicateurs,
Globalement, la tendance, eh bien, elle est baissière. Et donc, les stratégies de vente, les stratégies d'achat, c'est pas impossible, mais c'est risqué. Donc, faut avoir une gestion de risque adaptée. Faut avoir une gestion de risque adaptée et un des voilà, un signal qui permettrait de passer à l'achat si on a une clôture, par exemple, au-dessus de la bande supérieure de 4 heures. Mais encore une fois, quand on est dans une tendance haussière, c'est pas parce qu'on a une clôture au-dessus qu'on a forcément une bonne opportunité, comme on peut le voir ici. Bon, clôture au-dessus, dès le lendemain, la baisse. Donc, prudence. Là, on est sur un support important. 133,72, ça correspond au sommet, vous voyez, d'octobre 2016. Mais rien ne nous dit qu'on va avoir un rebond à ce niveau de prix. Donc voilà, prudence. J'ai envie de dire Facebook STM. Ça peut paraître bête, mais je dirais plutôt wait and see. Attendons qu'on ait des signaux de changement de tendance. Et dès que nous aurons des signaux qui commenceront à indiquer un changement de tendance, on pourra utiliser, on pourra exploiter les signaux aussi. Et pour le moment, on voit qu'on est dans une tendance baissière illustrée par le nuage, l'oblique, la moyenne mobile à 20 jours, voilà, moyenne mobile à 20 jours qui est en noir. Vous voyez, on est en dessous. Donc, c'est contre-tendance. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas une seule façon de trader. Donc, il y en a qui vont payer à ce niveau de prix, qui vont même peut-être gagner à ce niveau de prix, vous voyez, en payant. C'est pas impossible. Hein. Voilà, il y a pas une seule façon de trader. Il y en a à l'infini, hein, concrètement. Et donc voilà, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas les signaux suffisants m'invitant à passer à l'achat actuellement qui me suggèrent qu'on a fait le point bas. On n'a pas de divergence, on n'a pas de rebond du prix. Les rebonds du momentum sont assez légers. Donc voilà, concrètement, on n'a rien de différent entre le moment actuel et ce qu'on avait il y a voilà un mois ou ce qu'on avait il y a encore 2 mois. Donc voilà, je reste globalement négatif sur Facebook tant qu'on n'a pas de rebond majeur. Et donc voilà, écoutez, pour ce point de marché, je pense qu'on a fait un bon tour hein, des principaux actifs. Voilà, donc plutôt en conclusion, un avis positif sur le dollar en intraday. Ça va être une journée de transition, d'attente de l'audition de Powell demain et ensuite en fin de semaine de la réunion entre Xi Jinping et Donald Trump. Donc voilà, faut faire preuve de prudence. Il ne devrait pas avoir beaucoup de volatilité aujourd'hui parce qu'on n'a pas de facteurs macroéconomiques attendus, enfin de chiffres macro qui sont attendus. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un tweet, que ce soit au niveau du gouvernement italien, par rapport au gouvernement italien, par rapport à la guerre commerciale. Donc voilà, faut rester quand même prudent. Et écoutez, merci pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.